magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les titres de l'information. Une unité de l'aviation tunisienne déployée en République centrafricaine. Les communes de Vouin et Yangoro dans la ville de Bouar bénéficient de 2 bananeraies. Et enfin, la MINUSCA célèbre la Journée internationale de la paix avec la population. Bonsoir, des casques bleus tunisiens de l'aviation sont arrivés à Bangui afin de renforcer les effectifs de la mission dans le cadre de la protection des civils. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le commandant adjoint de la force de la MINUSCA, Crispin Demba-Sakete, s'y est rendu pour nous en dire plus. 120 casques bleus du contingent tunisien de l'unité de l'aviation ont été déployés le 21 septembre en République centrafricaine. Ce contingent a été accueilli par le commandant adjoint de la force de la MINUSCA, le général de division Paulo Emmanuel Maya Pereira. Le déploiement de ce contingent s'inscrit dans le cadre de la résolution 2566 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 12 mars 2021, visant à renforcer les capacités de la MINUSCA dans la protection des civils, la facilitation de l'action humanitaire et l'amélioration de la situation sécuritaire. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui le contingent tunisien de l'aviation tunisienne qui vient renforcer les capacités de la force pour mieux aider le peuple centrafricain à faire la protection des civils et donner la sécurité nécessaire à ce pays qu'on doit maintenir sur notre mandat. Cette unité de l'aviation renforcera la capacité opérationnelle de la force de la MINUSCA sur le terrain en l'appuyant avec des moyens aériens supplémentaires, en soutenant la logistique et en surveillant toute l'étendue du territoire centrafricain. Dans le cadre de la même résolution, 300 casques bleus rwandais sont arrivés le 3 août 2021. Les casques bleus tunisiens constituent l'avant-dernier déploiement dans le cadre de cette résolution. Les hélicoptères et les équipements de l'unité d'aviation de la MINUSCA arriveront dans les prochains jours. Yangoro et Vouin sont 2 communes de Bouar. Tout récemment, elles ont bénéficié de 2 bananeraies dans le cadre des programmes de réduction de la violence communautaire. La remise officielle s'est déroulée en présence des autorités locales, des représentants de la MINUSCA et des bénéficiaires. Crispin y a fait le déplacement. Dans le cadre des projets de réduction de la violence communautaire, la MINUSCA, à travers sa section DDR, a remis officiellement le 9 juillet 2021 une bananeraie d'1 hectare à Yangoro et une autre de 5 hectares à Vouin aux bénéficiaires des 10 projets. La présente cérémonie s'est déroulée à Vouin, village situé à 22 km à l'est de Bouar, dans la commune de Douakakourssou, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Eric Reko-Sekamo, du directeur de la section DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubalijoro, des autorités locales, des leaders communautaires et des bénéficiaires du projet CVR. Ce champ est une mine d'or pour vous, car il vous permet non seulement d'assurer l'autosuffisance alimentaire, mais il permet quand même de garantir aussi la sécurité alimentaire et les besoins nutritionnels et d'éviter les maladies liées à la malnutrition. Vous ne réussirez à rendre cela effectif qu'avec votre volonté commune, votre devoir d'appropriation et votre détermination collective à en prendre soin et au demeurant à la multiplier à travers la création d'autres plantations en privé ou de manière collective. C'est à ce prix seulement que vous pourrez garantir la paix et la cohésion sociale, 2 valeurs chères au président de la République. Ces 2 projets visent à autonomiser les populations de la préfecture de la Nana Mambéré, à multiplier les avantages de ces cultures, à procurer une activité génératrice de revenus, à assurer une alimentation suffisante et réduire les risques d'accidents liés aux nombreux voyages. Le projet de la bananerie est un véritable outil de renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Il permettra aux communautés bénéficiaires et par ricochet, les populations de la Nana Mambéré de changer de paradigme et opter pour la solidarité et la recherche des intérêts communautaires. Du point de vue alimentaire, le projet va contribuer à la diversification des denrées alimentaires, réduire les efforts de déplacement des populations vers les zones frontalières et renforcer leur sécurité dans l'alimentation saine et favorable à leur croissance et à leur bien-être. La préfecture de la Nana Mambéré est connue pour la pratique de la culture d'arachide, de sésame, de haricots, de manioc, d'igname, de taro et de maïs.
En plus de ses principales activités, s'ajoute la plantation de bananes plantains initiée par la MINUSCA DDR à travers ce projet CVR. Vous venez de voir le fruit de nos efforts, mais il faudrait qu'il y ait du suivi de la part du gouvernement et de la MINUSCA. Ces 20 bénéficiaires que vous les voyez remercient d'abord la MINUSCA pour sa vision et son appui. Aujourd'hui, ces 20 bénéficiaires ont une très bonne maîtrise et sont capables de former les autres en bananeraies. Ce projet de réduction de la violence au niveau communautaire vise à contribuer à la pacification et à la stabilisation des communautés, à renforcer leur résilience contre les dynamiques des conflits, tout en leur offrant des alternatives à la violence à travers, entre autres, des réalisations d'activités génératrices de revenus. En termes d'impact et outre le changement de mentalité, matérialisé par une cohésion sociale poussée, les combattants passent d'agresseurs violents à des personnes gentilles et calmes. Les bénéficiaires travaillent à la reconstruction de leur pays et la plupart à tourner le dos à la vengeance et à la violence sous toutes ses formes. Par ailleurs, ce projet pilote devrait à terme être prémonitoire au développement et la production de la banane plantain dans la Nana Mambéré. Plusieurs projets sont en cours de réalisation, entre autres les constructions d'une tribune officielle, d'un complexe sportif, du marché de Herman Brousse et la réhabilitation d'un bureau de l'abattoir. Je voudrais vous assurer de mon entière disponibilité à poursuivre la collaboration avec vous et surtout engager mes collaborateurs, notamment de l'ICRA et l'ACDA, qui sont présents dans la région, à accompagner les communautés et les leaders communautaires dans une dynamique de développement et de pérennisation de la culture de la banane plantain en Centrafrique. Plus de 22 000 bénéficiaires ont été pris en compte depuis plus de ces 5 dernières années. Le programme CVR a permis la réalisation de plusieurs centaines de projets individuels, collectifs et communautaires en République centrafricaine, notamment à Bangui, Bria, Kagabandoro, à Boussangwa, Bombari, Ndélé, à Birao, à Pawa, à Bangassou, à Batangafo et à Boire. Merci Crispin. L'édition 2021 de la Journée internationale de la paix a été riche en événements, organisée dans la capitale par la MINUSCA en collaboration avec les organisations de jeunes, de femmes et les autorités locales. Pascal Serra pour plus de détails. Dans le cadre de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, qui cette année a pour thème « Se relever pour un monde plus équitable et durable », la MINUSCA a réalisé une série d'opérations visant à interpeller et sensibiliser le public sur l'importance de la paix, ainsi qu'à promouvoir les valeurs de tolérance. Ces vastes opérations, qui se tiendront jusqu'au 25 septembre, ont débuté par une causerie débat organisée à l'espace Lingatere avec des femmes commerçantes afin de discuter sur les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien dans leur contribution au processus de paix. La justice équitable aussi, c'est un sujet important qu'elles ont évoqué pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut répondre à cela pour que ces femmes puissent évidemment être. Parce que la paix, quand tu es en paix, eh bien, tu réponds la paix. Quand tu n'es pas en paix, tu ne peux pas répondre la paix et tu ne peux pas contribuer non plus à la consolidation de la paix. 150 femmes ont été identifiées par l'association Waligara et ont pu bénéficier d'informations et d'orientations issues de cette causerie débat. Ce genre de rencontre peut avoir un impact sur le retour de la paix dans notre pays. Les conseils que nous avons eus ici, nous allons les transmettre à nos enfants et à nos époux. Car il est aussi question de paix au sein des familles. La paix doit d'abord commencer au sein de nos foyers pour se répandre dans l'ensemble du pays. Le lancement officiel de la Journée internationale de la paix organisée par la MINUSCA a été fait en différé le 23 septembre par Pamela Derome en sa qualité de présidente du Conseil national de la jeunesse, une plateforme des organisations de jeunesse. Le lancement officiel a été précédé d'un atelier de renforcement de capacités sur les questions de prévention, gestion et résolution de conflits à l'intention de 150 jeunes étudiants issus du réseau des volontaires de la paix, association locale qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes centrafricains sur la consolidation de la paix en Centrafrique. Je vois que les comportements qui empêchent la cohésion sociale dans le milieu jeune, on commence d'abord par le racisme, l'idée de la rébellion, la haine, le clanisme, voire même l'incivisme. Nous sommes en train de crier pour dire que nous voulons la paix, nous voulons la paix. Ce que j'ai à dire, la paix n'est pas un mot, mais la paix, c'est notre comportement.
Les femmes députées, les responsables de la société civile ainsi que des organisations féminines ne sont pas restées en marge de cette série d'opérations de promotion de la paix. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuliti, et la ministre de la promotion de la femme, Marguerite Ramadan, ont répondu présentes lors d'une conférence débat organisée à l'intention des femmes leaders. Des organisations de femmes et des leaders féminines centrafricaines, en tant que mères, filles, ont toujours été sur le terrain pour sensibiliser, faire le plaidoyer et apaiser les cœurs pour une paix durable. Cependant, malgré les interventions efficaces des femmes et leur contribution à la paix, on constate que la situation de la femme centrafricaine n'a pas changé, que ce soit au niveau de la participation dans les instances de prise de décision qu'au niveau de la distribution des ressources nationales. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuliti, a pour sa part tenu à adresser à l'assistance un message de soutien. Nous devons collectivement nous mobiliser pour renforcer les voix des femmes afin qu'elles pèsent davantage dans les débats et prennent part aux mécanismes décisionnels, n'est-ce pas? Et ceci passe par un renforcement et une mise en œuvre tangible de leurs droits socio-économiques. Sachez que vous pouvez compter sur la mission. Des recommandations sont attendues de ce débat et seront transmises au ministère de la Promotion de la Femme et à la MINUSCA. Au total, ce sont plus de 750 personnes issues d'organisations diverses qui ont été mobilisées durant ces 3 jours d'opération visant à promouvoir la paix en République centrafricaine. Merci Pascal. Nous recevons tout à l'heure le conseiller en protection des civils de la MINUSCA, M. Kofi Edem Ogo-Mebou, dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Ikavi Lakana sur le mandat, les actions et les défis de la MINUSCA en matière de protection des civils. Restez avec nous. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, bonjour. Je m'appelle Epiphanie Nambozwina, je suis une jeune fille centrafricaine de 25 ans. Je suis née et j'ai grandi au fil des conflits qui se sont succédés en République centrafricaine. Malgré l'arrivée des Nations Unies dans mon pays pour restaurer la paix, je m'interroge sur notre avenir en tant que jeunes, qui même si la paix était restaurée, nous avons peu de moyens à notre disposition pour nous construire, nous former, nous projeter, nous perfectionner et rêver. Alors, que peuvent faire les Nations Unies pour que la jeunesse sacrifiée par les conflits puisse se créer une vision et s'épanouir? Je vous remercie. Tout d'abord, nous maintenons notre mission de maintien de la paix et nous espérons que les Centrafricains seront en mesure de se réunir et de surmonter leurs différences. Car personne ne peut remplacer un gouvernement installé et opérationnel dans un pays pour pouvoir créer un système éducatif adéquat et développer le pays afin de promouvoir l'emploi et les opportunités. Mais les Nations Unies feront tout leur possible pour soutenir ces efforts et pour s'assurer que nous apportons également la solidarité de la communauté internationale, sachant que la République centrafricaine est un pays très pauvre et que cette solidarité de la communauté internationale sera essentielle pour aider votre pays à construire un bon système éducatif et à créer des opportunités afin de permettre à votre peuple d'entrer dans la vie économique. Nous sommes de retour et sans plus tarder, nous rejoignons Ikavi Lakana qui s'est entretenu avec Kofi Edem Ogo-Mebou, conseiller en protection des civils. Nous les écoutons. Bonsoir Monsieur Kofi Ogo-Mebou et merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle donc Kofi Ogo-Mebou, je suis le conseiller principal en matière de protection des civils à la MINUSCA. La protection des civils est un volet très crucial du mandat de la mission. Mais que signifie concrètement protéger les civils? Je dirais même que c'est le mandat tout entier de la mission. Il y a plusieurs artères de protection, mais je vais vous donner la définition selon la manière dont la composante de maintien de la paix définit la protection. Donc, elle se définit comme
toutes les activités intégrées et coordonnées menées par toutes les composantes de la mission, la partie civile et la partie en uniforme, de manière à prévenir, de manière à dissuader ou de manière à répondre à une attaque physique sur la population civile. Et tout ceci doit se faire sans préjudice à la responsabilité de l'État. Et souvent aussi, cette partie est mal comprise. On dit sans préjudice à la responsabilité. Ça veut dire tout simplement que tout ce que la mission doit faire, doit le faire en coordination avec l'État ou en appui à l'État, ou du moins, quand elle le fait, elle ne doit pas avoir une conséquence fâcheuse pour l'État. Mais c'est quoi les actions concrètement que la mission mène? Dans le cadre de l'exécution du mandat, les Nations Unies, dans sa composante mission d'opération, a prévu 3 façons ou 3 niveaux de protéger les civils. Le premier, c'est protéger les civils par le dialogue et l'engagement. Le deuxième, c'est de protéger les civils d'une manière physique, présent, être là, mener un certain nombre d'actions pour les protéger. Et le troisième, c'est protéger les civils en créant un environnement protecteur. Protéger les civils par le dialogue et l'engagement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le dialogue, il y a un certain nombre d'acteurs qui font en sorte que ça ne va pas. Je parle des groupes armés, je parle même des autorités qui sont en opposition aux groupes armés. Et comment est-ce qu'il faut faire en sorte que tous ces acteurs-là s'asseyent pour parler, pour que la population vive d'une manière normale? Parce que quand on parle de la protection des civils, c'est parce que quelque chose ne va pas. Donc, les engagements sont à plusieurs niveaux. Toutes les actions menées par le représentant, par ses adjoints, par la police, par les sections civiles, que ce soit à droits de l'homme, affaires civiles, le DDR, doivent contribuer à parler aux groupes armés, à parler aux différents acteurs. Pas seulement au niveau étatique, mais également aux groupes armés. Parler aux amis de la Centrafrique, ça peut être les ambassadeurs, ça peut être les pays voisins, et faire en sorte. Vous voyez l'accord qui a été cité en février 2019. Cet accord-là n'est rien d'autre que, au finish, c'est que les armes se taisent et que la population vive décemment. C'est la protection. Au niveau préfectoral, il nous est arrivé de faire la médiation à travers nos collègues des affaires civiles, de faire la médiation entre 2 communautés qui s'opposent, manipulées par les groupes armés. Je me rappelle en 2018 à Bria, où également, je donnerai d'abord l'exemple de Bois, où au niveau local, au niveau préfectoral, aussi bien la mission que l'organisation qu'on appelle Humanitarian Dialogue, ils ont fait la médiation entre les 3 R et les frères Ndalé, qui sont les anti-Balaka, qui faisaient la terreur. C'est tout simplement de dire, oui, dans ce périmètre-là, nous ne voulons pas des armes circuler. Si je prends l'exemple de Bria, en 2017-2018, vous avez, par exemple, l'hôpital qui est dans le fief des FPRC, vous avez, il y avait l'hôpital, le marché était dans le fief des anti-Balaka, et à un certain moment, toute la population était excédée. Localement, on les avait aidés. Ils ont dit, oui, nous voulons briller dans un périmètre sans armes. Je me rappelle que la mission, à un certain moment, amener les enfants, accompagner les enfants à l'école. Mais à travers cet accord local-là, cette médiation, ce dialogue, on a permis aux 2 populations ou aux 2 groupes armés pour que les gens puissent aller librement à l'hôpital, d'aucuns aller au marché et d'autres aller à l'école, accompagner les enfants à l'école. Donc, voyez-vous, ces engagements au niveau local nous permettent d'abord d'anticiper sur certaines crises, engager avec la population, dialoguer la coexistence pacifique pour que le problème soit résolu. Ça, c'est une manière de protéger les civils. Le deuxième, qui est la protection physique, c'est ce que les gens connaissent le plus. Ça voudrait dire concrètement, la force, elle est présente, y compris la police. Quand il y a attaque quelque part, nous devons réagir d'une manière instantanée à les protéger. Ça passe aussi à travers les différentes patrouilles que nous faisons, les patrouilles en longue portée pour aller dans les villages, se balader. Et c'est ce que le mandat, c'est ce que la définition dit, pour prévenir, pour dissuader
et ou alors pour répondre. Donc c'est la protection physique. Et c'est ce que les gens connaissent le plus. Oui, vous êtes là, vous devez faire la guerre. Maintenant, le troisième, protéger les civils à créer un environnement protecteur. Créer un environnement protecteur passe par la lutte contre l'impunité. Il faudrait que l'autorité judiciaire soit déployée et que si quelqu'un vole, et qu'on le juge pour le vol. Si quelqu'un tue, qu'on le juge pour le meurtre. Si quelqu'un gifle quelqu'un, il y a des conflits entre deux personnes et bien qu'ils amènent devant les autorités judiciaires et que ça soit fait. Ça passe également par la restauration de l'autorité de l'État. La restauration de l'autorité de l'État, le déploiement des préfets, des sous-préfets, des maires, les enseignants qui vont, parce que, vous savez, quand les enfants vont à l'école, les jeunes, une classe, disons, de 50 personnes, ça fait 50 enfants qui ne sont pas dans la rue. Voyez-vous, madame? Donc, créer un environnement protecteur, et c'est bien cela. Et quand il n'y a pas un environnement protecteur, c'est le laisser aller. C'est prendre la justice à son compte. Et le dernier, ça pourrait également passer. Nous sommes dans un pays post-conflit, ou encore en conflit. Ça passe par l'assistance à délivrer aux personnes vulnérables ou les gens qui se sont déplacés à temps, de manière à ne pas les exposer au danger. Monsieur Wogomebou, on voit qu'il y a beaucoup qui se fait sur le terrain et pourtant la mission est régulièrement critiquée. De réagir tardivement lorsqu'il est question d'attaque de population civile. Comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a des actions que nous menons tous les jours qui essaient de faire en sorte que les menaces ne se matérialisent pas. Mais ces actions-là ne sont pas visibles pour la simple raison que quand nous sortons, nous ne savons pas que la sortie, les patrouilles, ça amène les ennemis à fuir. Vous savez, à chaque annonce d'une mission, la population qui est meurtrie a une attente très élevée. Mais lorsque cela tarde à venir, eh bien, cela pose problème. Deuxièmement, il y a une mauvaise compréhension du mandat. Et comme je vous l'avais dit tantôt, tout ce que les gens voient, c'est l'utilisation de la force contre les groupes armés. Or, le mandat dit l'utilisation de la force doit être vraiment le dernier de coup. On est venu pour mettre fin à la guerre. On ne peut pas continuer à faire les guerres. On va essayer de dissuader les groupes armés qui sont excessifs. Parce qu'en Centrafrique, il y a 14 groupes armés qui ont signé un accord de paix. Mais, madame, dans ce pays, on a fait une opération militaire contre les 3R, on a fait une opération militaire contre l'UPC, et les 3R, ce n'est pas une seule opération, c'est plusieurs opérations. Et contre l'UPC, ce n'est pas une opération, c'est plusieurs opérations. Et même contre le MPC de Al-Khatim. Voyez-vous, donc tout cela prend du temps pour se mettre en place. Et en dernière position, ce que je dirais également, c'est que une mission de maintien de la paix est constituée des soldats qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui ne parlent pas français, qui est la langue officielle de la Centrafrique, qui ne parlent qu'anglais. Il y en a qui ne parlent ni anglais ni français. Mais c'est ce que nous avons. On aurait voulu avoir en Centrafrique que des pays francophones. Mais eh bien, ce n'est pas tous les pays qui acceptent. Il faut demander, redemander encore. Donc, dans ce contexte-là, quand les gens viennent, ils n'ont pas la maîtrise du terrain. Il leur faut du temps pour s'accoutumer. Et un autre défi, c'est que plusieurs pays sur un commandement unique, parfois, ça peut poser des défis. Et aussi, les contingents qui sont là, souvent, ils n'ont pas toute la même posture. Les postures varient d'un contingent à l'autre. Donc, il faut que le commandant de la force fasse de manière et dire aux gens ce qu'il faut faire concrètement. Vous avez cité beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain. Je suppose qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour mener à bien toutes ces actions sur le terrain. Oui, madame. Qui parle de protection de civils parle de coordination. Sans coordination, la protection des civils, ça ne vaut rien. Parce qu'il n'y a pas que la MINUSCA qui a le mandat de protéger les civils. Il y a les agences des Nations Unies, il y a les organisations internationales, il y a le gouvernement et les institutions du gouvernement, il y a les membres de la société civile. Donc, à un certain moment, il va falloir que tous ces acteurs-là se parlent. Un, pour ne pas dupliquer,
pour ne pas se piétiner et pour essayer d'identifier quelles sont les menaces. Et au niveau de la MINUSCA, il y a deux niveaux. Il y a le niveau stratégique et il y a le niveau technique. Le niveau stratégique, c'est le mécanisme de coordination qui est mis en place pour permettre aux responsables de la mission, des agences, des autorités de s'asseoir et de dire « Ok, voilà un certain nombre de défis en matière de protection qui se posent à nous, voilà les décisions que nous prenons pour pouvoir agir. » Mais avant que cela n'arrive, il y a la partie technique qui travaille. Au niveau où je suis, on a créé un mécanisme de coordination qui se réunit chaque semaine. Et tous les acteurs de protection, aussi bien les humanitaires, les organisations internationales, les composants de la mission, dans sa partie uniforme et civile, on s'est réunis chaque semaine pour dire quels sont les endroits chauds ou les endroits où les questions de protection se posent avec acuité. Et à l'heure où je vous parle, les zones qui sont en rouge, c'est vers l'ouest. C'est là où il y a les mines antipersonnelles, c'est là où il y a les opérations contre les groupes armés, c'est là où les groupes armés attaquent les villages. Et tout ça là, nous les identifions et nous essayons de proposer des actions à mener pour que les civils soient les mieux protégés. Donc, voyez-vous, madame, c'est ça les mécanismes de coordination que nous avons mis en place. Et ces mécanismes de coordination ne se trouvent pas seulement au niveau national, pas seulement à Bangui. Ça se trouve au niveau préfectoral aussi bien. Partout où nous avons des bureaux de terrain, eh bien, le chef de bureau essaie de convoquer des réunions de coordination qui a la même configuration, c'est-à-dire il y a les humanitaires et si possible il y a les organisations de la société civile, il y a les entités étatiques qui sont invitées pour parler des questions de protection et surtout qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour protéger les civils. Monsieur Ogomebo, concrètement, qu'est-ce qui est plus difficile pour pouvoir mettre en œuvre ce volet du mandat de la mission? Le plus difficile, c'est d'agir sur le terrain sans la population pour pouvoir mener à bien le travail de protection des civils, parce que ça se met en faveur de la population civile. Il faut composer avec cette population civile. Partout où, si on n'a pas l'appropriation de la population civile, ou la population civile n'est pas en faveur de l'action menée par la mission, on est en échec. Parce que, vous savez quoi, madame? Les groupes armés ou les malfaiteurs, ils nous connaissent. La mission, elle est visible. Ils savent où nous sommes, ils savent comment nous nous déplaçons, mais le contraire n'est pas vrai. Nous ne savons pas forcément qui sont les groupes armés. D'une manière générale, on le sait, mais les citoyens lambda qui passent, ou les deux personnes qui sont sur les motos, on ne sait pas s'ils sont de l'UPC, s'ils sont de FPRC, s'ils sont de MPC, non. Mais il faut travailler en bonne intelligence avec la population qui puisse nous aider à savoir les fauteurs de troubles et au vu de ces informations-là qui permettraient, ensemble avec la population, mener des actions concrètes. Et c'est là où c'est le plus difficile. Merci beaucoup, Monsieur Ogomebo. Je rappelle que vous êtes le chef de la composante de la protection des civils à la MINUSCA. J'espère que cet entretien a permis à nos téléspectateurs de mieux saisir ce que c'est que protéger les civils et c'est ce que la mission a réalisé dans ce volet. Merci. Merci Kavi. C'était le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Siti Issani Bakari. Prenez soin de vous et à très bientôt.